Bonjour tout le monde. Donc, on arrive ici au chapitre 6 sur le fonctionnement d'une pile. C'est toujours de la chimie, donc ça va être le dernier chapitre de chimie avant de passer à la physique. Et aujourd'hui, on va parler d'oxydoréduction que vous avez déjà vu normalement l'année dernière. Et parler d'oxydoréduction en expliquant justement comment fonctionne une pile. Donc, vous avez comme d'habitude ici le QCM que vous pouvez faire en ligne. Je vous incite fortement à le faire. Et on va donc commencer. Pour commencer à expliquer ce qu'est une pile, on peut revoir ce que vous avez fait au collège normalement sur ce qu'est un circuit électrique. Pourquoi? Parce qu'une pile alimente un circuit électrique. Donc un circuit électrique, c'est un ensemble de composants électriques ou électroniques qui sont parcourus par un courant électrique. Et tout ça, on va l'expliquer. Et pour fonctionner, vous vous souvenez que le circuit doit être fermé. Donc la boucle doit être fermée. Donc, tout ce que vous avez chez vous ici, le circuit doit être fermé. Si ce n'est pas fermé, c'est comme si un fil était coupé. Donc dans ce cas-là, rien ne fonctionne. Pareil pour les cartes mères, etc. Donc un circuit fermé, c'est ça. Là, vous avez une pile, un interrupteur qui permet tout en bas, en fait, en bas, quand vous ouvrez l'interrupteur, il y a une languette métallique qui se désolidarise d'une des deux choses qui sont là en métal. Et quand vous fermez l'interrupteur, ça se remet en place. Donc dans ce cas-là, le courant peut circuler. Donc le courant circule dans le fil, puis à travers la petite languette ici, quand c'est fermé, quand c'est ouvert, non. Et ensuite, ici, au niveau de la lampe, donc ici, vous avez un passage, et ensuite, ça revient là. Si jamais vous avez un fil qui manque ici, ou l'interrupteur qui est ouvert, ou alors la lampe, le filament de tungstène ici qui est coupé, bah, tout le circuit sera ouvert, donc rien ne sera alimenté ici. Et on a forcément besoin, pour un circuit électrique, d'un générateur. Ici, ce sera la pile. Donc on a dit qu'un circuit électrique était un circuit dans lequel qui était parcouru par un courant électrique. Donc, qu'est-ce qu'un courant électrique? C'est un mouvement d'ensemble ou un flux de porteurs de charge électrique. Donc, les porteurs de charge, ça peut être soit des électrons, soit des ions. Mais dans un fil électrique, ce sont plutôt des électrons. C'est ce que je dis ici. Et les ions, c'est plutôt dans les fluides. Et on le verra tout à l'heure, justement. L'intensité du courant est notée I et dépend justement de ce flux de charge. Et elle est en ampères. L'unité de l'intensité, c'est les ampères. Donc, c'est mesuré par un ampèremètre qui est branché en série dans le circuit. En série, ça veut dire que l'ampèremètre est dans la boucle. Il n'est pas à l'extérieur de la boucle. Il est dans la boucle. Donc, ici, vous avez un multimètre. Donc, un multimètre sert à mesurer une intensité, une tension ou une résistance. Donc, si vous le mettez au niveau de A ici, pour ampère, on dit que le multimètre fonctionne comme un ampèremètre. C'est un ampèremètre. Alors que sur le bleu, ça va être un voltmètre. Et ici, ça va être un ohmmètre. Donc l'intensité, c'est l'ampère ou le milliampère, plus généralement, parce qu'en général, on utilise des petites intensités. En TP, en tout cas. Donc, ensuite, on va voir qu'est-ce qu'un électron libre, parce qu'on avait vu que l'intensité du courant, c'est un mouvement ou un flux de charges électriques. La plupart du temps, ce sont des électrons, dans les fils électriques en tout cas. Donc comment ça fonctionne? Comment est-ce que des électrons peuvent se trouver dans un fil électrique et peuvent ensuite circuler? Donc vous savez qu'il y a des électrons dans les atomes. Donc, les atomes, ce sont des noyaux autour desquels il y a des électrons. Les métaux, c'est la même chose. Ce sont des atomes, le fer, le cuivre, l'aluminium, etc. Ce sont des atomes relativement lourds. Ça veut dire qu'ils ont un gros noyau ici. Beaucoup de nucléons, donc beaucoup de protons et de neutrons. Et s'il y a beaucoup de protons, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'électrons aussi. Je vous rappelle qu'il y a autant de protons que d'électrons dans un atome. Donc s'il y a beaucoup de protons et beaucoup d'électrons, je vous rappelle que les électrons sont sur des couches successives. Donc la dernière couche, s'il y a beaucoup d'électrons, elle sera assez éloignée du noyau. Donc elle sera moins, l'électron qui sera sur la dernière couche sera moins attiré par le noyau que la première couche. Donc s'il est moins attiré, sa liaison avec le noyau est plus faible, donc il pourra parfois passer d'un atome à un autre. Par exemple,
imaginez que ici, vous ayez des électrons qui soient très proches du noyau. Forcément, il va rester autour. Par contre, imaginez que l'électron soit périphérique. Il est pratiquement aussi proche de son noyau à lui que du noyau voisin. Donc parfois, il peut passer d'un atome à l'autre, et inversement. Donc en fait, c'est ça les électrons libres. C'est des électrons qui passent d'un atome à l'autre. Et il y a des échanges comme ça, qui se font tout le temps. Mais ça, ce n'est pas un courant électrique. Pour qu'il y ait courant électrique, il faut que tous ces électrons en fait, qui circulent dans le même sens. Parce que si je vous dis que dans la rue, par exemple, il y a des gens qui vont vers le nord, vers le sud, vers l'est, le sud-ouest, etc., c'est pas un mouvement d'ensemble. Donc on ne pourra pas faire grand-chose avec ça. Alors que si tout le monde va vers le sud, par exemple, là, on pourra faire quelque chose avec ça. C'est une énergie qui sera susceptible d'être réutilisée, d'être utilisée. C'est une énergie électrique, justement, qui pourrait être utilisée pour être transformée en énergie mécanique ou autre. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, quand ils prennent la même direction, en même temps, il y a naissance du courant électrique. Et donc, l'intensité du courant électrique, un petit problème, voilà. L'intensité du courant électrique, c'est quoi? C'est le nombre de charges électriques qui parcourent une section du circuit par unité de temps. Ça veut dire que si vous avez, imaginez que vous ayez une ligne d'arrivée avec des personnes qui le traversent. Donc si vous avez 3 personnes qui traversent la ligne d'arrivée par minute, ou si vous en avez 50 par minute, c'est pas la même chose. Et c'est ça le courant électrique en fait. Plus vous avez d'électrons qui parcourent une section du courant, donc comme la ligne d'arrivée en fait, par unité de temps, l'unité de temps en général c'est la seconde plutôt, plus le courant électrique sera important. Donc ça veut dire que ça va dépendre du nombre d'électrons ou du nombre de charges électriques qui le circulent, qui le parcourent par unité de temps. Donc l'intensité, ça va être la charge électrique par unité de temps sur delta t, dans la durée. La charge, je vous rappelle, c'est en coulomb, et la durée, c'est en secondes. Donc Q, ça peut être quoi? Ça peut être, si ce sont des électrons, ça peut être le nombre d'électrons fois la charge d'un électron. Donc le nombre d'électrons, si j'ai 70 000 électrons, ça va être 70 000, fois la charge d'un électron. Je vous rappelle que la charge d'un électron, c'est la charge fondamentale. Donc 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc Q, ça peut être égal à, par exemple, 70 000 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et ça, si on le parcourt pendant 5 heures, par exemple, donc vous divisez par 5 heures, à convertir en secondes, et vous trouverez l'intensité. Donc là, c'est vraiment des chiffres que je dis au hasard. Plus précisément, parce que ça, en fait, c'est quand on fait une moyenne, et pour être plus précis, on va plutôt faire une dérivée. Mais on ne va pas l'utiliser cette année encore. C'est plutôt la dérivée de la charge électrique par unité de temps, en fonction du temps. Donc, comme je viens de vous dire, la quantité d'électricité, c'est quoi? C'est la charge électrique qui parcourt une section de circuit. Donc, c'est le nombre d'électrons. Donc, un grand N électrons, c'est le nombre d'électrons, fois la charge fondamentale. C'est ce que je viens de vous dire. On va essayer de trafiquer ça un petit peu. N, vous l'avez déjà eu quelque part, le grand N, là, le nombre d'atomes par exemple, ou nombre d'entités chimiques. Vous l'avez déjà vu en seconde ou en première, ou dans la quantité de matière. Je vous rappelle que la quantité de matière d'une entité chimique, c'est le nombre de cette entité divisé par le nombre d'Avogadro. Donc, petit n égale à grand N sur Na. Donc là, c'est la même chose. Vu qu'on a un nombre d'électrons, on va préférer en fait utiliser le nombre de moles, donc la quantité de matière, plutôt que le nombre d'électrons, qui est trop important. Donc dans ce cas-là, ce nombre d'électrons, on va le convertir en quantité de matière d'électrons fois le nombre d'Avogadro. Et donc la quantité d'électricité, ça va être la quantité de matière d'électrons fois le nombre d'Avogadro fois la charge fondamentale. C'est la charge d'un électron en coulomb. Et en fait, ça, donc le nombre d'Avogadro fois la charge fondamentale, les deux sont des constantes. Ce sont des constantes fondamentales. Donc quand on... Plutôt fondamentales, non, peut-être pas le nombre d'Avogadro, pardon. Mais en tout cas, quand on multiplie le nombre d'Avogadro par la charge fondamentale, comme ce sont deux constantes, on peut en faire une seule constante qu'on appelle le nombre de Faraday, la constante de Faraday. Donc c'est ce que vous avez ici.
La constante de Faraday, ça va être ça fois ça, donc vous trouvez à peu près 96 485 coulombs. Si vous le faites vraiment, ça fois ça, vous ne trouverez pas vraiment ça. Pourquoi? Parce que ici, c'est arrondi. Donc on trouve ça si on prend les nombres exacts. Donc retenez ça, la quantité d'électricité qui parcourt une section du circuit. Donc c'est le nombre d'électrons fois la charge fondamentale. Ça, c'est assez simple. On part de là. Donc à partir de là, on peut trouver ça ou ça. Donc retenez ces deux formules. Donc un petit exemple. L'intensité du courant électrique. Imaginez que vous ayez la section, ça va être ça. Donc là, ce sont des charges électriques. On va dire que là, j'ai un coulomb qui circule, un autre coulomb, un autre coulomb, un autre coulomb. Donc dans cette portion de circuit, il y a 4 coulombs qui circulent. Pendant combien de temps? Pendant 1 seconde. Donc entre là et là, par exemple, ils ont mis 1 seconde. Donc ça veut dire que j'ai 4 coulombs divisé par 1 seconde, ça fait 4 ampères. Là, j'en ai 8, donc ça fait 8 ampères, etc. etc. Donc plus j'ai d'électrons qui circulent, plus mon intensité sera importante. Donc là, on vient de voir comment fonctionnait, c'était quoi un courant électrique dans un fil. Maintenant, pour savoir comment fonctionne une pile, on a besoin aussi de savoir comment circule le courant électrique dans des solutions. Parce qu'une pile électrique, vous verrez par exemple pour la pile Daniel, le courant circule à la fois dans un fil électrique et à la fois dans des solutions. Et donc on a besoin de particules chargées qui peuvent se déplacer en solution. Or, les électrons ne se déplacent jamais en solution. Comme les protons H+, je vous l'avais dit, en fait, ils ne se déplacent pas tout seuls en solution, en fait, ils se lient avec H2O pour donner H3O+. Donc là, c'est pareil, les électrons ne se déplacent pas en solution. Donc qu'est-ce qui va se déplacer en solution? Ça va être des ions. Donc les particules chargées qui vont circuler dans les solutions pour créer un courant électrique, ça va être des ions. Cations ou anions. Maintenant, quelques petits rappels de l'année dernière. Qu'est-ce qu'un oxydant? Qu'est-ce qu'un réducteur? Donc un oxydant, je vous rappelle que c'est une espèce chimique qui est capable de capter un ou plusieurs électrons. Et les exemples, vous devez les connaître, comme le dioxygène, c'est un des oxydants les plus courants. L'ion hypochlorite, qui est présent dans l'eau de Javel, et le dichlore. Donc ces 3 exemples, vous devez les connaître. 3 exemples d'oxydants. Et si je vous en demandais un autre, normalement, vous seriez capable de m'en donner un autre, un oxydant puissant, qui est l'ion permanganate, qu'on utilise très souvent en TP. Ensuite, les réducteurs. C'est la même chose, c'est l'inverse. Donc c'est une espèce chimique qui est capable de perdre un ou plusieurs électrons. Exemple, les métaux. Tous les métaux, en fait, le fer, le cuivre, le zinc, l'aluminium, etc., etc. Donc ça, vous devez savoir que les métaux, ce sont des réducteurs, tous. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir céder des électrons. Le dihydrogène est aussi un réducteur. Et l'acide ascorbique, qui est la vitamine C, qui est la molécule de la vitamine C, est aussi un réducteur. On le trouve souvent dans les exercices, l'acide ascorbique. On en a déjà fait avec vous déjà. Petit rappel, les réducteurs, c'est toujours à droite. Les oxydants, c'est à gauche, dans le couple. Donc quand vous mettez Fe2 plus Fe, donc Fe, ça va être à droite, donc c'est le réducteur. Donc à chaque fois, vous voyez que le métal, c'est le solide, il sera à droite. Fer, cuivre, zinc, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'une oxydation? Qu'est-ce qu'une réduction? On sait ce qu'est un oxydant, ce qu'est un réducteur. Donc une oxydation, c'est très simple. C'est si on oxyde quelque chose, ça veut dire qu'on va rendre quelqu'un oxydant. Donc c'est un réducteur, il devient oxydant en perdant des électrons. Alors qu'une réduction, c'est le contraire. C'est un oxydant, il devient réducteur. Donc oxydation, ça devient un oxydant. Réduction, ça devient un réducteur. Et maintenant, on va rentrer dans le fonctionnement de la pile. Qu'est-ce qu'une pile? Qu'est-ce que l'anode? Qu'est-ce que la cathode? Donc la réaction chimique qui est responsable du fonctionnement des piles et des accumulateurs. Un accumulateur, c'est une batterie, donc c'est
peut dire que c'est une accumulation de piles, c'est l'oxydoréduction. Pourquoi? Parce que l'oxydoréduction, je vous rappelle que c'est un échange d'électrons. Donc, comme on a besoin de faire circuler des électrons dans un circuit pour créer un courant électrique, donc forcément, on va devoir faire des échanges d'électrons pour qu'un électron passe d'un côté à l'autre. Et on va devoir faire circuler ces électrons-là, justement. Donc, à l'anode, on dit que c'est le pôle négatif des piles. Donc, un moyen mémotechnique de retenir ça, c'est dans anode, il y a N, dans négatif aussi. Donc, vous savez que l'anode, c'est le pôle négatif pour les piles. Comme c'est le pôle négatif, ça veut dire qu'il y a un surplus de charge négative, les électrons. Donc, s'il y a un surplus de charge négative, ça veut dire que on va pouvoir capter des électrons. Donc, il va se produire l'oxydation. Donc, à l'anode, c'est le pôle négatif et il se produit l'oxydation. Comment on sait que c'est l'oxydation? Moyen technique, A comme anode. Donc, oxydation, il y a un A comme l'anode. Et on verra que pour la réduction, ça va être autre chose. Donc, à la cathode, on dit que c'est le pôle positif des piles. Donc là, il n'y a pas de P dans cathode, mais en tout cas, si vous savez que anode, c'est négatif, cathode, c'est forcément positif. Cette fois-ci, il y a un surplus de charge positive. Et la réaction qui s'y produit, c'est la réduction. Donc, dans cathode, il y a C, et dans réduction, il y a un C aussi. Donc, retenez anode, pôle négatif, oxydation, cathode, pôle positif, réduction. Et maintenant, on va expliquer comment fonctionne une pile. Donc, pour qu'une pile fonctionne, on a besoin de 2 demi-piles. Pourquoi 2 demi-piles? Parce qu'on a besoin de 2 demi-équations. Un donneur d'électrons et un capteur d'électrons. Le donneur, ça va être le réducteur. Le capteur, ça va être l'oxydant. Donc il faut 2 couples différents. Donc, le premier couple, première demi-équation, ça va être le réducteur qui va donner des électrons. Il va donner N1 électrons. Imaginez que ce soit 5 par exemple. Et l'oxydant, qui est dans la deuxième demi-pile, lui va capter N2 électrons. Donc il vous par exemple c'est 2 électrons. Donc, je vous rappelle que pour pouvoir faire une réaction d'oxydoréduction, on ne va pas juste additionner ça plus ça qui donne ça plus ça. Non, il faut qu'il y ait autant d'électrons qui soient cédés par le réducteur. Donc tous les électrons qui sont cédés par le réducteur doivent être captés par l'oxydant de l'autre couple, du deuxième couple. Donc ça veut dire qu'on doit avoir autant d'électrons qui sont cédés que d'électrons qui sont captés. Or là, on en a N1 ici, par exemple 5, et N2 ici, qui sont captés, donc 2. Donc ça ne va pas être possible. Donc ce qu'il faudra faire, c'est qu'il y ait 2 réactions qui se produisent ici. Comme ça, il y a 10 électrons qui vont être donnés, et s'il y a 5 oxydants, 5 oxydants pourront capter 10 électrons ici. Vu qu'un oxydant capte 2 électrons, 5 oxydants captent 10 électrons. Donc ici, on multiplie par N2 et ici par N1 pour avoir N1 fois N2 électrons des deux côtés. Donc finalement, on va avoir ça. Et finalement, comme N1 fois N2 électrons, on le trouve des deux côtés, on peut le simplifier. Donc la réaction globale d'oxydoréduction, ça va être le réducteur 1 plus l'oxydant 2, avec leur coefficient stoichiométrique, vont donner l'oxydant 1 plus le réducteur 2, avec les coefficients stoichiométriques. Donc ça, normalement, ce sont juste des rappels pour l'instant. Maintenant, on va rentrer dans la demi-pile. Donc on a besoin de 2 demi-piles, comme je vous l'ai dit, pour faire une pile. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 2 demi-piles? Je vais l'expliquer après. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une demi-pile? Une demi-pile, c'est un couple oxydant-réducteur et une électrode inerte si jamais le réducteur n'est pas un métal. Mais si le réducteur ici du couple est un métal, on n'a pas besoin d'électrode inerte. L'électrode, elle va juste servir à faire circuler les électrons, parce que je vous avais dit que les électrons ne circulaient pas en solution, mais ils circulent dans les métaux. Les électrons libres circulent dans les métaux. Donc on a besoin forcément d'un métal. Donc si le réducteur est un métal, tant mieux. Sinon, on va prendre une électrode inerte. Par exemple en graphite ou en platine.
Le graphite, c'est pas forcément du métal, mais les électrons circulent bien dans le graphite. Le graphite, c'est comme les mines de crayon. Et le platine, c'est un métal. Donc, regardez ici. Ça, c'est une demi-pile, par exemple. Dans cette demi-pile, qu'est-ce qu'on a? On a l'oxydant et le réducteur. L'oxydant, c'est quoi? C'est Zn2+, qu'on a dans la solution. Donc, on a une solution de sulfate de zinc, Zn2+, SO4 et on plonge dans cette solution de sulfate de zinc, donc où il y a Zn2+, on va plonger une électrode de zinc. Donc, il y a Zn2+, Zn dans la même demi-pile. Donc, Zn2+, Zn. Donc, on a un couple oxydant-réducteur. Par contre, ce couple oxydant-réducteur ne va pas, ils ne vont pas réagir entre eux. Un oxydant d'un couple 1 va réagir avec un réducteur d'un couple 2. Là, on a le même couple, ils ne vont pas réagir entre eux. Ensuite, l'électrode inerte, on n'en a pas besoin ici parce que c'est un métal. Ici, on a une deuxième demi-pile. On a l'oxydant, donc Cu2+, qui est en solution. Donc ici, on a du sulfate de cuivre, donc Cu2+, SO4 et on va plonger l'électrode, le métal cuivre, cuivre sous forme métallique, dans cette solution. Donc on aura comme ça, on aura du cuivre et de l'ion cuivre. Alors que là, on a du zinc et de l'ion zinc. Ça, c'est deux demi-piles qui sont bien séparées l'une de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on sépare les deux demi-piles l'une de l'autre? C'est pour pouvoir faire circuler les électrons ensuite. Parce que normalement, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est que le réducteur d'un couple, par exemple, ça va être, je me souviens plus si c'est Zn ou c'est U ici, on va dire que c'est Zn. Zn va pouvoir échanger des électrons avec l'oxydant du deuxième couple, donc avec Cu2+. Cu2+, voilà, c'est ici. Il est dans la solution. Donc ça veut dire que Zn, qui est là, va échanger des électrons avec Cu2+. Mais comment ça va être possible vu qu'ils sont séparés? Normalement, on aurait dû mettre Zn, on aurait dû le plonger dans Cu2+. Mais si on avait fait ça, l'échange se serait fait directement. Or, nous, ce qu'on veut, c'est créer un courant électrique. Donc si on veut créer un courant électrique, c'est qu'on veut faire circuler un courant dans un fil. Donc le but, en fait, ça va être de relier ces deux électrodes, ces deux métaux, par un fil électrique. Comme ça, si Zn veut échanger d'électrons avec Cu2+, les électrons vont être forcés de passer par là. Et si on fait passer les électrons par là, on peut, par exemple, mettre une ampoule ici pour allumer l'ampoule quand on veut. On peut mettre un réfrigérateur si jamais la pile est assez puissante, etc., etc. Donc le but, c'est vraiment de créer un courant électrique en forçant le passage des électrons. Donc au lieu de donner directement, au lieu que Zn donne directement ses électrons à Cu2+, on fait une sorte de grand tour pour qu'elle puisse lui donner. Donc la pile, en fait, ensuite, ça va être l'association de ces deux demi-piles. Sauf que on avait dit qu'un circuit devait être fermé pour que le courant électrique puisse circuler. Donc, on a besoin de deux choses pour que, je vais vous remontrer ici peut-être, on a besoin de deux choses pour que le circuit soit fermé. Donc si jamais on avait juste le bécher qui est là et le bécher qui est là, il n'y a aucune connexion entre les deux. Donc on a deux demi-piles séparées, mais on n'a pas une pile en fait. Donc, pour avoir une pile, il faut que les électrons puissent circuler. Donc il faut par exemple un fil électrique ici qui relie les deux métaux. Donc comme ça les électrons vont pouvoir circuler. Mais à quelles conditions est-ce qu'ils circulent les électrons? Si le circuit est fermé. Donc si vous avez juste ça, c'est pas fermé. Donc on est obligé d'avoir un pont salin aussi pour refaire passer le courant dans l'autre sens. Comme ça, on a bien un circuit fermé ici. Le courant circule comme ça. J'ai bien dit le courant circule comme ça. Je n'ai pas dit les électrons circulent comme ça. Donc le courant électrique, ça va être quoi? Ça va être les électrons qui circulent dans le fil électrique. Mais les électrons n'ont pas le droit d'aller en solution. Ils ne vont pas en solution pour aller ensuite dans le pont salin, etc. Donc, au niveau de la solution, qui va prendre la relève des électrons? Ça va être les ions. Les ions Cu2+, par exemple, ou les ions du pont salin. Et je vais donner des exemples juste après. Donc, on a besoin de deux choses qui vont fermer le circuit. Premièrement, un fil électrique.
Et deuxièmement, un pont salin. Et le fil électrique, ça va pas être juste un fil électrique, hein. Le but, c'est de faire circuler un courant électrique pour alimenter des dipôles. Donc alimenter une ampoule, alimenter un moteur, alimenter peu importe. Donc le but, ce sera aussi de mettre des dipôles. Le pont salin, en fait, c'est une membrane perméable dans laquelle il y a des ions positifs, des ions négatifs, donc des anions et des cations. Et c'est ça qui va permettre au circuit d'être fermé. Donc s'il manque un de ces constituants, s'il manque une des deux demi-piles, ou s'il manque le fil électrique, ou s'il manque le pont salin, il n'y a pas de courant électrique, donc il n'y a pas de pile. Un exemple, la pile Daniel. Donc la pile Daniel ici, c'est quoi? C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez une plaque de cuivre solide, qui va être le réducteur du couple 1, une plaque de zinc solide, qui va être le réducteur du couple 2. Dans la première demi-pile, on va mettre des ions Cu2+, mais une solution n'existe pas juste avec des cations. Une solution est toujours globalement neutre. Donc si je mets du Cu2+, ça veut dire que la solution, ça va être du sulfate de cuivre, par exemple. J'ai 2+ et 2-. Comme ça, c'est neutre. Pareil de l'autre côté, j'ai Zn et Zn2+, ça fait une demi-pile. Sauf que la solution ne peut pas être positive, donc il y a aussi des ions sulfate. Même s'ils vont servir à rien ici. Ils vont juste servir à ce que la solution soit neutre, globalement neutre. Et on a un pont salin. Dans ce pont salin-là, on a deux ions, l'ion K+, et l'ion Cl-. En fait, peu importe quels sont les ions, tant qu'on a un cation et un anion. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Comment fonctionne cette pile-là? Ici, on va avoir Cu2+, plus des électrons qui vont donner des ions cuivre. Comment on le sait? Parce que on voit que la plaque de cuivre ici augmente de volume. Ça veut dire qu'il y a création, ou pas création, peut-être formation des ions cuivre, production d'ions cuivre. Donc ça veut dire que les ions cuivre, ça va être le produit de la réaction. Et de l'autre côté, c'est le contraire. On a ici la plaque de zinc qui diminue de volume, donc ça veut dire que les atomes de zinc vont être consommés. Donc ça va être Zn qui donne Zn de plus 2 électrons. Donc si on a ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici on aura une réduction, alors qu'ici on aura une oxydation. Qui dit réduction dit qu'on est à la cathode, donc au pôle positif. Et qui dit oxydation dit qu'on est à l'anode, donc au pôle négatif. Je vous rappelle que, vu qu'on connaît maintenant les pôles, donc pôle positif pour le cuivre, négatif pour le zinc, on sait que le courant électrique circule du pôle positif au pôle négatif. Ça veut dire que si on avait des charges positives, elles circuleraient dans ce sens-là. Mais les charges négatives circulent dans l'autre sens. Donc ça veut dire que les électrons circulent dans ce sens-là. Les anions circulent dans ce sens-là, mais les cations circulent dans ce sens-là. Donc, réduction, cathode, oxydation, anode, c'est ce que je viens de dire. Et maintenant, je vais expliquer un peu plus en détail. Qu'est-ce qui se passe? Ici, la pile commence par là. Lui, c'est le fournisseur d'électrons. C'est là où il y a l'oxydation. À l'anode, on a un surplus de charge négative. Pourquoi? Parce que l'atome de zinc va se transformer en ion zinc, Zn2+, plus 2 électrons. L'ion zinc va aller en solution. Donc c'est pour ça que la plaque diminue de volume, alors que les 2 électrons vont circuler dans le fil, dans le métal, et le fil électrique qui est aussi un métal. Il ne peut pas circuler en solution. Donc les ions zinc vont circuler comme ça, et les électrons vont circuler comme ça. Donc ça veut dire que l'origine des électrons, c'est à l'anode, au pôle négatif, forcément. Donc on a les électrons qui vont circuler ici, allumer la lampe, circuler comme ça, et qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, forcément, on va avoir ces 2 électrons qui sont arrivés en faisant tout le tour, qui vont être captés par l'ion cuivre Cu2+. Donc ici, on a plein d'ions cuivre. Donc on a un ion qui est juste collé, par exemple, à la plaque de cuivre, qui va capter ces 2 électrons qui sont sur la plaque de cuivre, pour former un atome de cuivre. Et c'est pour ça que la plaque s'épaissit. Est-ce que ça, c'est possible sans le pont salin? Non, parce qu'il faut que le circuit soit fermé.
Donc pendant que les deux électrons circulent ici, les ions de cuivre circulent comme ça. Donc ça veut dire que les charges négatives circulent dans ce sens-là, les charges positives circulent dans ce sens-là. Donc zinc, ça va aller dans ce sens-là. Donc vous aurez compris que s'il y a des ions zinc ici, est-ce que la solution sera toujours neutre ici? Non, parce qu'elle était neutre à la base. Donc si je vais ajouter des ions zinc à la solution sera positive. Ce n'est pas possible, il faut que la solution reste neutre. Et c'est là que les ions qui sont dans le pont salin vont jouer leur rôle. Vu qu'on a deux charges positives en plus, parce que l'ion zinc se sera mis en solution, il faut que les ions chlorure compensent cette charge positive. Donc si on a 2 plus ici, on devrait avoir 2 moins qui arrivent en solution. Donc il y a 2 ions Cl- qui devront arriver en solution. Donc vous voyez que les ions plus, les charges positives vont dans ce sens-là, les charges négatives vont dans ce sens-là. Et vous verrez que dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on avait des ions Cu2+ ici qui se sont transformés en atomes de cuivre, ça veut dire qu'on aura perdu des charges plus ici. Et si on a perdu des charges plus en solution, la solution ne sera plus neutre aussi, celle-ci non plus. Donc il faut compenser cette perte de charges positives par des charges positives. Donc il y a 2 ions K+ qui vont arriver en solution. Donc globalement, tous les cations Zn2+, K+, Cu2+, vont circuler dans ce sens-là. Et tous les anions et les électrons vont circuler dans ce sens-là. Sens inverse. Et là, on a bien une circulation de porteurs de charge, que ce soit des électrons ou des ions. Et c'est comme ça que fonctionne une pile électrique. Ça, c'est pour la pile Daniel. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est exactement la même chose ici que ce que je viens de vous dire, sauf que le pont salin, au lieu d'avoir des ions K+ et Cl-, il y a des ions Na+ et SO4-, mais peu importe. Tant que c'est des charges positives et négatives, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'une tension à vide maintenant? Ici, vous avez ce qu'on appelle des potentiels standards d'oxyde de réduction à 25 degrés. Donc, c'est un petit peu comme le pKa, entre guillemets, pour montrer la force des acides ou des bases. Donc là, c'est un petit peu pareil, pour montrer la force des oxydants ou des réducteurs, on a aussi une chose comme le pKa, sauf que ça va être ce qu'on appelle un potentiel standard. Et la tension à vide, ou la force électromotrice d'une pile, représente la différence de potentiel entre la cathode et l'anode lorsque aucun courant ne circule. C'est quoi une différence de potentiel? C'est comme si vous aviez par exemple une différence d'altitude. Si vous avez une différence d'altitude entre deux points, par exemple ici, je suis plus haut de ce côté-là, plus bas de ce côté-là, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai une pente. Donc je pourrais, par exemple, si je mets une bille en haut, elle va descendre. Donc là, c'est pareil. Si vous avez une différence de potentiel, dans votre esprit, dites-vous que c'est comme si c'était une différence d'altitude, les électrons pourront circuler du potentiel le plus haut au potentiel le plus bas. Donc ici, c'est bien la tension à vide, qu'on appelle aussi force électromotrice. Vous verrez dans l'université, vous appellerez plutôt ça la force électromotrice. Et la tension à vide, c'est la tension que vous avez dans la pile, mais lorsqu'il n'y a aucun courant qui ne circule. Donc lorsqu'elle ne fonctionne pas et qu'elle est encore neuve. Ici, on vous dit, je donne un exemple ici, pour la pile Daniel, c'est 1,10. Comment on le sait? Si on prend le potentiel de la cathode moins le potentiel de l'anode, c'est qui la cathode? Je vous rappelle que la cathode, c'est le couple Cu2 plus Cu, et l'anode, c'est le couple Zn2 plus Zn. Donc on va chercher ici. Cu2 plus Cu, c'est où? Le cuivre. Normalement, c'est pas loin. Je le cherche, je ne le trouve pas. Il est là, Cu2 plus Cu. Donc son potentiel est à 0,34. Donc c'est ce que je mets ici. Maintenant, le potentiel de l'anode, potentiel standard de l'anode, c'est Zn2 plus Zn. Zn plus Zn, c'est ici. C'est moins 0,76. Donc comme je dois faire une différence, donc je mets moins 0,76. Et ça me donne 1,10 volts. Ça veut dire que cette pile,
Pardon. Ça veut dire que cette pile, sa tension à vide sera de 1,10 volts. Et plus cette tension à vide est importante, plus l'énergie électrique libérée par la pile sera importante. Et ça, ce sont à peu près, c'est ce que vous voyez quand vous achetez une pile. Quand vous achetez une pile, vous voyez 1,5 volts ou peu importe. Et ça dépend justement des constituants qui sont à l'intérieur. Parce que ces constituants-là, ces couples, ont chacun un potentiel standard différent. Ensuite, ça, vous ne devez pas forcément le savoir, mais c'est super important, vous le verrez, je pense, à l'université. Comment est-ce qu'on sait qui réagit avec qui? Comment est-ce qu'on sait que c'est lui la cathode et lui l'anode? Comment est-ce qu'on sait que c'est ici qu'il y aura la réduction et ici il y aura l'oxydation? Vous ne le savez pas en réalité si vous ne connaissez pas les potentiels standards. En vrai, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la règle du gamma. C'est quoi la règle du gamma? C'est que l'oxydant le plus fort va réagir avec le réducteur le plus fort, sachant que oxydant le plus fort c'est vers le haut, réducteur le plus fort c'est vers le bas. C'est ce que vous avez ici, là et là. Donc l'oxydant le plus fort va réagir avec le réducteur le plus fort pour donner l'oxydant le plus faible et le réducteur le plus faible. Donc ici, c'est Cu2 plus Zn qui va donner Cu plus Zn de plus. Et c'est grâce à ces règles du gamma là que vous savez que c'est Cu2 et Zn qui vont être les réactifs. Donc comme c'est Cu2 plus Zn qui vont être les réactifs, ça veut dire que c'est lui qui va fournir les électrons, parce que c'est lui le réducteur. Donc ça veut dire que la réaction va commencer ici. Il va fournir les électrons qui vont aller ici, être récupérés par des ions Cu2+, pour former des ions cuivre. Et ensuite, la boucle est bouclée par le pont salin. Maintenant, on a bien vu que, regardez ici, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est que cette plaque de cuivre va gonfler au fur et à mesure. Donc il y a plusieurs atomes de cuivre qui vont venir s'accumuler sur cette plaque de cuivre, ce qui fait qu'elle va s'épaissir au fur et à mesure du temps, alors que celle-ci, c'est le contraire. Vu que c'est ce sont les atomes de zinc qui vont fournir les électrons, donc ça veut dire que ces atomes de zinc vont se transformer en ions Zn de plus et en 2 électrons. Donc ça veut dire que cette plaque va s'amincir au fur et à mesure. Au bout d'un moment, il n'y aura peut-être plus de plaque. Donc quand il n'y a plus de plaque, il n'y aura plus de tension possible. Donc la pile ne fonctionne plus. Et c'est là qu'on dit que la pile est usée. Autre petite chose que j'ai oublié de vous dire, je vous rappelle que les ions Cu2+, c'est ce qui donne la couleur bleue à la solution de sulfate de cuivre. Donc ici, vous aurez une solution bleue. Ici, elle ne sera pas bleue. Ici, elle sera plutôt incolore ou brune. Donc ici, elle sera bleue, la solution. Et vu que vous avez des ions Cu2+, qui se transforment en ions Cu, ça veut dire qu'il y aura de moins en moins d'ions Cu2+ à l'intérieur. Donc si vous aviez une solution bleue foncée ici, elle va devenir de plus en plus claire. Donc quand est-ce que la réaction va se terminer? Quand est-ce que la pile ne fonctionnera plus? Soit lorsque la plaque de métal ici sera complètement consommée, soit lorsque les ions Cu2+, qui sont dans cette demi-pile seront complètement consommés. Donc tout dépend si c'est lui le réactif limitant ou lui. Donc une pile est usée quand le réactif limitant est totalement consommé, si la réaction est une réaction totale, ou alors si la réaction n'est pas totale, la pile est usée lorsque le quotient de réaction atteint la constante d'équilibre de la réaction. Donc dans ce cas-là, si on a atteint la constante d'équilibre, ça veut dire que même s'il reste des réactifs, on n'aura plus d'évolution dans la réaction. Donc la pile ne va plus fournir d'électricité, de courant électrique. On peut donc calculer la quantité maximale d'électricité que cette pile peut fournir. Et cette quantité maximale d'électricité, ça va être, tout à l'heure on a vu c'était quoi la quantité d'électricité, c'était la quantité de matière d'électrons fois le nombre d'Avogadro fois la charge élémentaire ici, charge fondamentale, pardon, charge élémentaire plutôt. Ça, c'était la constante de Faraday, F. Donc, si on veut avoir la quantité
maximale d'électricité, qu'on appelle capacité maximale, on va prendre le nombre d'électrons, la quantité de matière d'électrons finale qui va être utilisée. Donc un petit exemple. Ici, imaginez que vous ayez une certaine quantité d'oxydant, Cu2+, une certaine quantité de réducteurs, donc Zn. On fait le tableau d'avancement. Et ici, en fait, la particularité d'un tableau pour connaître l'usure d'une pile, c'est qu'on ajoute ici le nombre d'électrons échangés. Pour connaître le nombre d'électrons échangés, en fait, il faut que vous fassiez vos deux demi-équations. Et dans Cu2+, plus deux électrons qui donnent Cu, c'est deux électrons qui sont échangés. Et dans Zn qui donne Zn de plus deux électrons, ce sont aussi deux électrons qui sont échangés. Donc deux électrons qui sont cédés par Zn et qui sont captés par Cu2+. Donc il y a bien deux électrons qui sont échangés. S'il y a deux électrons qui sont échangés, ça veut dire qu'on aura 0, 2x, 2xf et 2x max ici. Donc, ici, pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était 10 puissance 37? Je ne me souviens plus du tout. Je n'ai pas donné d'exemple. Je pense qu'on vous le donne. Donc 10 puissance 37, la constante d'équilibre est de 10 puissance 37. Donc c'est des milliards de milliards de milliards de milliards, etc. Donc ça veut dire qu'on est bien au-dessus de 10 puissance 4. Donc je vous avais dit, souvenez-vous, que si la constante d'équilibre était supérieure à 10 puissance 4, on pouvait considérer la réaction comme totale. Donc là, on est à 10 puissance 37, c'est bien au-dessus de 10 puissance 4, donc la réaction est totale. Ensuite, XF, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai dit que XF, c'était la quantité de matière d'oxydant ici? Parce qu'on a dit que la réaction était totale. Donc j'ai mis que c'était pratiquement égal à 0, mais en fait, je peux même dire que c'est égal à 0, hein, parce que 10 puissance 37, il va rester très 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 peu de réactifs. Comme c'est égal à 0, je passe le XF de l'autre côté, ça me donne bien que XF est égal à la quantité de matière initiale d'oxydant. Mais je sais aussi que 2XF, c'est la quantité de matière d'électrons. Moi, c'est ça qui m'intéresse ici. Pour connaître l'usure d'une pile, c'est la quantité de matière d'électrons. Donc la capacité maximale de cette pile, ça va être, ça c'est la formule générale, donc ça va être, vu que la quantité de matière d'électrons c'est 2XF et que XF c'est la quantité de matière initiale d'oxydant, donc ça va être 2 fois la quantité de matière initiale d'oxydant, et ça vous pouvez le connaître, si vous connaissez la concentration et le volume de votre solution, fois la constante de Faraday, donc Na fois E. Voilà. Un petit exemple ici, ouais, je mets tout parce que j'ai oublié de... un autre exemple de pile, la pile à combustible ou pile à hydrogène, comment est-ce qu'elle fonctionne? Donc à l'anode, qu'est-ce qu'on a? On a une oxydation, ça veut dire qu'on a, c'est d'ici que vont provenir les électrons. Donc on a H2, où est-ce que le combustible il est ici? H2, ça veut dire qu'on a du dihydrogène qui arrive, ou du méthanol, parce qu'on a aussi des piles à combustible à méthanol qui existent. Mais ici, en fait, c'est l'exemple du dihydrogène. Donc on a H2 qui arrive ici. Il va se transformer en 2H+, plus 2 électrons, à condition que ces 2 électrons soient captés ensuite par quelqu'un. Donc ici, ça va être par le dioxygène. Donc ce H2 ici, il va se transformer en 2H+, qui vont circuler ici, plus 2 électrons, qui vont monter là-haut, qui vont monter vers les fils électriques. Donc ici, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça doit être un métal sûrement, pour que les électrons puissent circuler. Ensuite, à la cathode, qu'est-ce qu'on a? Ces électrons-là remontent et ils redescendent ici. Donc ça veut dire que ces électrons pourront être captés par le dioxygène qui est arrivé par là, le dioxygène de l'air qui arrive par là. Donc le dioxygène arrive, il capte 2 électrons et il va former 2 O2-. Sauf que on va recombiner les 4H+, plutôt, attendez 2 minutes. La réaction d'oxydation, ça donne ça. Donc si on fait ça plus ça, ça donne bien ça. Sauf que les O2-, en fait, on ne les voit pas ici. Pourquoi? Parce qu'en réalité, 4H+, et 2O2-, ça va se recombiner en 2H2O. Donc finalement, les 2H2 et O2, donc les H2 qui
Je reprends. H2 se transforme en H+, les H+ arrivent ici. O2, ici, se transforme en O2-, et quand ça se recombine, les H+ et les O2- qui sont là, ça forme de l'eau. Et cette eau-là, en fait, est ensuite libérée ici. Donc finalement, si on avait des voitures qui fonctionnaient avec cette pile-là, plutôt qu'avec de l'essence, on aurait besoin de quoi? Juste de dihydrogène comme combustible. Le dihydrogène, on en trouve partout. C'est l'élément le plus présent dans tout l'univers. On a besoin de quoi encore? D'air, parce que le dioxygène est présent dans l'air. Et qu'est-ce qui va être libéré par cette voiture? Au lieu de libérer de la fumée, du CO2, etc., on va libérer juste de l'eau, ici. Et voilà, donc ensuite vous avez un exemple de pile alcaline et de pile saline. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse regarder si vous voulez. Et vous pouvez regarder vous-même comment ça fonctionne. On fera peut-être des exercices dessus, je ne me souviens plus. Ensuite, je vous ai mis l'essentiel. Et je vous laisse donc faire le QCM. À bientôt. Au revoir tout le monde.